Il est vrai que lorsque l'on accompagne des personnes avec autisme en tant que travailleur ou travailleuse sociale, on a tendance à échanger avec ces personnes par oral, par gestuel ou par image, parce que la méthode de communication par écrit, c'est un moyen plutôt complexe que la plupart de nos résidents ne maîtrisent pas vraiment. Et toi, comment écris-tu? J'écris avec un clavier alphabétique. Le clavier alphabétique, c'est une méthode de communication non verbale. Vous croyez peut-être que la parole est la seule façon de faire passer vos intentions et vos idées, mais il y a une autre manière de dire ce que vous voulez sans utiliser le système nerveux vocal. Au début, j'étais sûre que je n'y arriverais jamais, mais maintenant je suis capable de dire ce que je ressens tout au fond de moi en utilisant juste un ordinateur et un clavier alphabétique. Souvent, nous interprétons le regard fuyant de nos résidents avec autisme comme un manque de confiance en leur environnement ou en eux. Et toi, pourquoi fuis-tu le regard quand tu parles avec quelqu'un? Moi, regarder quelqu'un à qui je parle dans les yeux, ça me donne la chair de poule, alors j'ai tendance à l'éviter. Et qu'est-ce que je regarde exactement? Vous croyez peut-être que dans ces moments-là, nous regardons par terre ou les objets autour de nous. Mais non, vous vous trompez. Ce que nous regardons, c'est la voix qui nous parle. Les voix ne sont peut-être pas visibles, mais un autiste essaye d'écouter son interlocuteur avec tous ses organes sensoriels. Dans la société, on a tendance à penser que les personnes qui ont un trouble, quel qu'il soit, auraient une préférence à être normales ou à être neurotypiques, comme on dit. Et toi, aimerais-tu être normal? J'ai tellement désiré redevenir normale et depuis si longtemps. Mais aujourd'hui, même si quelqu'un mettait au point un traitement médicamenteux capable de guérir l'autisme, je choisirais peut-être de rester comme je suis. Comment est-ce que j'en suis venue à envisager les choses de cette façon? Pour faire bref, j'ai appris que chaque être humain, avec ou sans handicap, doit donner le meilleur de lui-même et qu'en luttant pour atteindre le bonheur, on arrive au bonheur. Pour nous, vous voyez, être autiste, c'est normal. La plupart des personnes avec autisme manifestent souvent leur joie par des cris, des gestes, des sauts ou des bruits. Et toi, pourquoi sautes-tu? En bondissant, je sens mieux les différentes parties de mon corps. Mes jambes qui poussent vers le haut, mes mains qui applaudissent, et ça me donne tellement de plaisir. C'est l'une des raisons pour lesquelles je saute, mais récemment, j'en ai remarqué une autre. Les personnes avec autisme réagissent physiquement aux sentiments de bonheur et de tristesse. Quand je suis en proie à une violente émotion, mon corps est tétanisé, comme s'il avait été touché par la foudre. Cette paralysie ne signifie pas que mes muscles deviennent tout raides et contractés, mais que je ne suis pas libre de me mouvoir comme je voudrais. C'est bon, c'est un peu ma façon de secouer ce qui me ligote. Dans le milieu professionnel, on parle beaucoup d'hypersensibilité sensorielle chez les personnes avec autisme qui sont affectées par leur environnement, que ce soit le bruit, la lumière ou alors les odeurs. Et donc, pourrais-tu me dire pourquoi les personnes autistes se bougent-elles souvent les oreilles? Est-ce quand il y a beaucoup de bruit? Il y a certains bruits que vous ne remarquez pas, mais qui nous agressent vraiment. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi ces sons nous perturbent. Ce n'est pas vraiment qu'ils nous tapent sur les nerfs. Ça a plutôt à voir avec la crainte que si nous continuons à les écouter, nous risquons de ne plus du tout savoir où nous sommes. Dans ces moments-là, c'est comme si le sol tremblait et que le paysage autour de moi s'avançait pour m'avaler. C'est absolument terrifiant. Se boucher les oreilles, pour moi, est un moyen de me protéger et de retrouver mes repères spatiaux. La plupart de nos résidents avec autisme utilisent des pictogrammes ou encore des calendriers imagés pour organiser leur journée ou leur semaine, et ils y tiennent vraiment. Et toi, as-tu besoin de planning visuel? Je comprends bien qu'un programme n'est qu'un programme et qu'il n'est jamais définitif. Mais je n'arrive pas à admettre qu'une activité, une fois fixée, ne se déroule pas exactement comme prévu. Je comprends aussi qu'on ne peut pas toujours éviter les changements, mais mon cerveau proteste de toutes ses forces. En ce qui me concerne, je ne suis pas très fan des plannings visuels affichés un peu partout à la maison. On imagine que les autistes sont peut-être plus heureux quand ils disposent d'images et de diagrammes qui leur disent où ils doivent aller et quand. Mais en réalité, ces tableaux finissent par nous enfermer. Ils nous font passer pour des robots dont les moindres actes sont préprogrammés. Lorsqu'on accompagne des personnes avec autisme, on interprète très souvent leurs pensées et leurs besoins. Et pourtant, on n'est pas dans leur tête. Donc on ne peut pas savoir si on a raison ou pas. Donc dis-moi, c'est quoi le pire pour toi quand on est autiste?
Et ce que je vous demande, à vous, qui nous accompagnez chaque jour, c'est de ne pas perdre patience. Quand vous vous énervez, ça nous donne l'impression que vous niez toute valeur à notre existence et ça ruine le courage dont nous avons tant besoin. La pire torture, pour moi, c'est l'idée que nous causons du chagrin aux autres. Nous pouvons supporter nos propres tourments, mais ce qui est vraiment insupportable, c'est la pensée que notre vie est un boulet pour les autres.